Ces femmes sont originaires du village de Kéibli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Blou-le-Camp, à quelques heures de marche de la frontière libérienne et à 600 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Presque 2 fois par semaine, elles viennent sur cette parcelle aménagée de 3 hectares pour s'aimer et récolter le fruit de leur labeur. Il y a de cela quelques années, elles étaient tous exilées au Libéria pour fuir la guerre en Côte d'Ivoire. De retour chez eux, les conditions de vie n'ont pas changé. Ces femmes que vous voyez là, ce sont des femmes qu'on essaie d'aider pour les sortir de la misère. Parce que suite à la crise, elles étaient toutes exilées. Tout le département pratiquement était au Libéria. Et grâce à l'aide des ONG, beaucoup sont rentrés. Et elles, quand elles sont rentrées, n'ont pas été prises en compte dans le cadre des mesures d'accompagnement. Et donc, avec leur âge, elles ont décidé de se mettre ensemble. Regroupées en coopérative, ces femmes de Kéibli réapprennent à vivre par la culture maraîchère. Pour la plupart, elles ont appris cette technique culturelle dans les camps de réfugiés au Libéria. Antoine Ba et son père soutiennent l'initiative. Depuis 2015, ils ont favorisé l'insertion communautaire de ces femmes à travers des projets dont elles peuvent tirer profit et leur permettre de faire face au quotidien. D'autres sont venus en 2013, d'autres sont venus en 2014, 2015, d'autres même sont arrivés tout dernièrement en 2016. Et ces femmes-là, comme elles ont appris des choses au niveau du Libéria, elles ont voulu faire ça ici. Depuis son retour du Libéria, Oulaye Odile tente de reprendre la main et ce projet y a beaucoup contribué. Moi, je suis revenue en 2015. En 2015, on a commencé. C'était difficile même. Quand on était revenu là, on n'a rien trouvé. Tout était perdu. On vendait feu de manioc, fagot, pour pouvoir gagner un peu de manger. Dans la perspective de produits en quantité et écouler de marchandises sur des marchés porteurs, c'est sur le marché du village qu'on retrouve ces aubergines cueillies dans ces champs tenus par la coopérative. À Kéibli, l'on semble avoir remporté un pari au-delà des priorités du moment. Cette initiative les aidera beaucoup parce qu'aujourd'hui, on sent que ces femmes-là, aujourd'hui, lorsqu'elles sont en communauté, lorsqu'elles sont ensemble, elles oublient un temps soit peu les affres de la guerre parce qu'elles se retrouvent dans la gaieté, en tout cas dans la joie, elles travaillent ensemble, ça crée un peu la cohésion, un peu tout ça. Assurément, la page de la galère est en train d'être tournée. Elles sont rentrées du Libéria en ayant tout perdu. Dans ces champs, les femmes de Kéibli apprennent à capitaliser leur retour en Côte d'Ivoire. Ce feu tricolore fonctionnant à l'énergie solaire semble constituer une véritable bouffée d'oxygène pour ces automobilistes de la ville de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une petite révolution électronique, mais un grand pas pour les autorités de la ville. Néanmoins, cela ne semble guère éblouir cette jeune dame, car plus loin, juste à l'entrée et à la sortie de la ville, se déroule quotidiennement un spectacle offert par ce vieux pont datant de 1956 et situé sur le fleuve Nzo. Des véhicules stationnés aux deux extrémités du pont, attendant de négocier le passage. La scène se déroule quotidiennement ici et la chose paraît tellement naturelle que certains automobilistes ont presque ravalé leur orgueil. D'autres, par contre, cèdent à la panique. S'il y a une autre voiture qui est engagée, on est obligé d'attendre pour que l'autre voiture passe avant que nous on passe. Mais vous voyez, le pont est rétréci, donc sens unique. On ne peut pas faire autrement, on est obligé d'attendre à celui qui vient passer pour qu'on puisse passer. Avec ce pont-là, vraiment, il n'est pas de notre époque. Voilà, pour nous qui sommes nés hier, là, on a besoin d'un pont de notre âge. Pour ce passager, l'édifice a longtemps perdu l'âme. Le pont s'écroule et la chose semble intriguer des araignées qui y ont tissé des toiles pour peut-être permettre à l'ouvrage de tenir la route. Mais dans la région, nombreux sont ceux qui redoutent le pire. Actuellement, tous les gardes
carrefours sont cassés. Et donc, même en marchant, mais tu te demandes bien, qu'est-ce qui va t'arriver? Donc, vraiment, vivement que le président de la République fasse un effort pour avoir un droit de regard sur nous. Parce qu'aussi, ce sont ces administrés qui sont à Guiglo, Bloléken, tout le bleu. Une fois ce pont est coupé, nous sommes directement coupés de la Côte d'Ivoire. Ce n'est que ça que nous avons comme richesse. Et c'est par là, par ce pont-là, que toute la richesse, parce que vous savez, ici c'est la nouvelle boucle du cacao. Et donc, si ce pont n'est plus là, mais le cacao de la Côte d'Ivoire va prendre un coup. Pour cet élu local, la solution se trouve au cœur du pouvoir. En effet, Alassane Ouattara avait fait la promesse de construire un nouveau pont lors de sa dernière campagne présidentielle. Aujourd'hui, ce député redoute un effet d'annonce. Après sa tournée triomphale dans le Cavalier, la grande promesse qu'il nous a faite, les deux grandes promesses qu'il nous a faites, le pont et l'électrification. Vraiment, ça tient à cœur la population de Djibouti. Nous prions le président de la République, nous prions le gouvernement du Premier ministre Gon d'avoir une oreille bienveillante sur nous. Il est bien de faire un carton pour Abidjan. Il est bien de développer Abidjan, mais on pense aussi à l'intérieur du pays. On parle d'émergence, on a l'oreille de 2020, ces ponts, le vieillissant. Il ne faudrait pas qu'on entende le pays pour le refaire. Pour cette dame rencontrée sur le pont, il n'y a pas péril en demeure. Ne nous dites pas est-ce qu'il faut qu'on attende qu'il y ait un sinistre. On a déjà fait plusieurs fois des appels. On a fait déjà des appels. Mais on sait que c'est un processus. Avec l'administration, c'est un processus. Donc on attend. C'est sûr que ça sera fait, mais on attend. Ça viendra un jour. En attendant que l'administration ivoirienne se soumette à ces doléances de ces populations de cette région, les véhicules continuent de circuler et le pont pousse ses derniers soupirs, implorant les pouvoirs publics ivoiriens de mettre fin à sa souffrance afin d'éviter que dans son agonie, il emporte des vies innocentes. La grisaille à perte de vue. En Belgique, le mois de décembre a été le plus nuageux depuis 1934, selon l'Institut royal météorologique. À peine plus de 10 heures de soleil sur l'ensemble du mois. Un manque de lumière qui pèse sur le moral et peut même causer un état dépressif. Quand on s'expose à la lumière au matin, ça inhibe la sécrétion de mélatonine qui favorise le sommeil et ça favorise plutôt le développement et la production d'hormones qui vont plutôt booster et permettre de faire la journée comme le cortisol, et que si on n'a pas assez de lumière, on reste plutôt, ce qui est plutôt caractéristique de la dépression saisonnière, plutôt ralenti, plutôt fatigué. Avec 26 jours de précipitations sur l'ensemble du mois, décembre a également été anormalement pluvieux, avec un nombre d'orages bien supérieur à la moyenne, 9 contre 3 habituellement. Un temps pourri qui mine le moral des Bruxellois. Quand il fait sombre, j'ai pas d'énergie. En fin de journée, je suis complètement KO. Donc voilà, une petite lampe que je mets à côté de moi quand j'étudie et ça me rebooste, ça me donne de l'énergie. Quand il fait mauvais, on est dehors, on est mouillé, on a froid. Puis le moral en prend un petit coup aussi. On n'a pas envie de se lever, on serait mieux dans notre lit. Donc je pense qu'on a grand besoin de soleil. Je pense qu'il est temps. Après le passage de la tempête Eleanor début janvier et de nouvelles rafales de vent attendues cette semaine, la Belgique devra encore attendre un petit peu le soleil et la promesse de jours meilleurs. C'est ici, dans ce célèbre établissement hôtelier de la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro, qu'a lieu la deuxième édition de la cérémonie de distinction du prix Life Builder. Pour l'édition 2017, ils sont 5 lauréats, 5 cadres ivoiriens, acteurs au développement. Un casting qui récompense ces hommes dans leur recherche perpétuelle de l'amélioration des conditions de vie de leur communauté. Il y a des personnes qui sont là, qui chaque jour œuvrent pour aider leurs prochains, aider leurs concitoyens à aller de l'avant. C'est ces personnes-là que Life Builders a décidé de célébrer. Et il y en a partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Burkina Faso. Life Builders va aller vers ces personnes-là pour les mettre en lumière, pour susciter une vraie émulation et pour que cela fasse tache d'huile, pour qu'il y ait beaucoup de gens de bonne volonté pour construire l'Afrique. Parmi ces personnalités, Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente,
la plus vieille organisation de coopération régionale ouest-africaine. Il rafle le prix Life Builders de l'intégration africaine. J'avoue que j'ai été surpris. Je ne savais pas qu'il suivait les activités du Conseil d'entente. Et quand j'ai reçu le courrier, j'ai dit, je ne vois vraiment pas où est-ce qu'il a vu tout ça et que je n'étais pas prêt du tout à accepter la distinction. 4 personnalités ont été distinguées dans la catégorie des projets innovants et des actions sociales. Comme nous sommes aussi des membres de la société, donc nous avons des actions que nous faisons pour prendre part au développement local, au développement régional et compagnie. Donc nous essayons donc de autant faire que ce peut d'être le plus utile possible à notre communauté. Vous savez qu'en Afrique, nous avons besoin beaucoup de la solidarité. Et c'est pour cela la structure qui nous a permis cette distinction aujourd'hui. Sincèrement, j'avoue que j'en suis très flatté et je la félicite. Créée en 2015 à Abidjan, l'ONG Life Builders œuvre à la promotion des leaders africains engagés à relever le défi du développement. Des ambitions qui peuvent être atteintes grâce à l'action conjuguée et aux efforts de solidarité des Africains. Depuis un an, Wendy s'est lancée dans un puzzle bien compliqué. Des transactions, des rapports d'activité de banques et de sociétés russes gravitant autour de 2 noms, Donald Trump et Vladimir Poutine. Plusieurs fois par semaine, cette électrice démocrate poste ses trouvailles sur les réseaux sociaux. Quand je publie mes graphiques, les gens disent « Oh, regardez tous ces criminels !» Mais il n'y a rien d'illégal. Je montre des transactions commerciales qui sont tout à fait légales dans mon tableau, mais qui valent la peine d'être examinées. Wendy et les autres journalistes citoyens avec qui elle partage ces informations sur Internet sont confiants. L'enquête officielle sur la possible ingérence russe forcera le président à quitter la Maison-Blanche. Les investigations ont déjà débouché sur l'inculpation de 2 anciens conseillers du président. Depuis le début, Donald Trump, lui, dément toute collusion. C'est un canular démocrate pour justifier la défaite de l'élection. Le milliardaire écologiste Tom Steyer n'a pas attendu la fin de l'enquête. Il a lancé une campagne pour destituer Donald Trump et va dépenser 30 millions de dollars pour aider les démocrates à reprendre la Chambre des représentants, indispensable pour entamer la procédure. J'ai compté. Donald Trump a commis au moins 8 infractions punissables. Il bafoue l'état de droit, il risque le conflit nucléaire. C'est un vrai danger pour notre démocratie et la sécurité du peuple américain. La destitution est une procédure politique déclenchée par une mise en accusation à la Chambre des représentants qui doit être validée par un vote au Sénat. La question que tout le monde se pose est de savoir s'il y aura une preuve tangible qui liera l'ingérence russe à Trump lui-même et prouvera une certaine forme de connivence. Si c'est le cas, c'est de la trahison. Aux États-Unis, aucun président n'a jamais été destitué. 2 ont été mis en accusation avant d'être acquittés. Le dernier, c'était Bill Clinton en 1999.